Historiquement vôtre. Le récit. Elle est devenue une icône mondiale, l'image du luxe et d'un raffinement à la française, mais aussi des extravagances et des excès de la mode et de ses tendances. C'est vrai, Marie-Antoinette a follement aimé les robes, les accessoires et les bijoux, au point de ne plus les compter, au point aussi de se voir affublée d'une bien mauvaise réputation, qui a peut-être même joué sur sa terrible fin. Mais revenons aux prémices de cette passion pour la mode. Quand elle arrive à la cour de Versailles de son Autriche natale en 1770, Marie-Antoinette a déjà été mise au fait des usages de la cour de France. Elle sait se déplacer dans des robes à panier. Vous savez, ces robes sous lesquelles on glisse des structures pour donner de l'ampleur à la silhouette. Elles avaient tout ça à l'époque. Oui, tout, absolument. Elle sait marcher avec de longues traînes, mais tout de même, les choses étaient plus simples, plus provinciales, dirons-nous, à Vienne. À Versailles, le vêtement est un élément primordial du système de cour. Un système fondé sur le faste, où la splendeur est une règle, car elle sert à montrer la grandeur du roi et de son entourage. Une société du spectacle, où les occasions de se montrer sont nombreuses. Lever, coucher du roi, messe, bal, mariage, baptême. Par sa tenue, on affiche sa richesse, son rang, et l'on peut dire que l'habit fait véritablement la reine. Pour les occasions formelles, la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI donc, porte le grand habit agrémenté d'un manteau à fleurs de lys doublé d'hermine. Les soirs de bal ou au théâtre, elle met des robes à la française. Les tissus sont somptueux, satin, soie, dentelle de fil d'or et d'argent, agrémentés de rubans, de fleurs, de perles. Dans la journée, les robes deviennent plus simples. On abandonne peu à peu ces fameux paniers qui empêchent de passer les portes. Mais l'apparence reste un souci majeur. C'est même là l'essentiel de ce qu'on demande à la souveraine, paraître. Comme Marie-Antoinette ne peut pas vraiment exister autrement à la cour, elle va se servir de la mode pour s'exprimer et surtout en faire son terrain de jeu. Et justement, elle remarque que les femmes les mieux habillées dans son entourage ont toutes le même fournisseur, ou plutôt la même, puisqu'il s'agit d'une femme, l'incontournable Rose Bertin. La reine, elle, n'est pas mal habillée, mais elle est conseillée par la duchesse de Villars, sa dame d'Atour, qui se chargeait déjà de la garde-robe de Marie Lesinska, l'épouse du roi Louis XV, 30 ans plus tôt. Ouais, démodé. Disons que c'est un peu, oui, c'est vieillot, c'est pas franchement folichon. Devenue souveraine à la mort de Louis XV, elle est libre de travailler avec Rose Bertin. Eh ben, elle va pas s'en priver. La mode devient véritablement la préoccupation et l'occupation principale de la reine. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est le rythme de la mode que Marie-Antoinette va considérablement accélérer. La reine reçoit sa modiste plusieurs fois par semaine. Ce n'est pas Rose Bertin elle-même qui fabrique les robes, mais elle vend tous les accessoires qui les agrémentent, les volants, les rubans, les plumes, les fleurs artificielles. Rapidement, le budget de la maison de la reine s'envole, il est multiplié par 3. Marie-Antoinette est si tentée par tout ce que ses fournisseurs lui présentent que sa dame d'Atour envisage même de les empêcher de l'approcher. En plus de cette débauche de tissu, il faut parfois jusqu'à 15 mètres pour une seule robe, de broderies et de bijoux, Marie-Antoinette s'attaque à ses cheveux. C'est la mode des poufs. Je vous en prie Stéphane, un peu de respect, vous parlez quand même de la reine de France. Non, les poufs, vous voyez, ce sont des spectaculaires sculptures capillaires créées par Léonard, le coiffeur de la reine. On y place des petits personnages, des fruits, des fleurs, et même des maquettes de bateaux, par exemple. Ah oui. Les perruques atteignent une telle hauteur qu'il faut les abaisser un peu pour que la reine puisse à nouveau entrer dans ses voitures. Marie-Antoinette est, le sait, la reine de la mode en France, mais aussi en Europe. Car, voyez-vous, mon cher Mathieu, la mode de Versailles influence toutes les cours européennes. L'élégance à la française se diffuse par les magazines de mode, le cabinet des modes, le journal du goût, qui se multiplient dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette passion de la mode, donc, se remarque. D'autant que Marie-Antoinette a pris l'habitude, dès le début de son règne, de venir régulièrement à Paris, se promener sur les champs ou au Palais Royal. Mais cette ostentation va finir par lui causer des ennuis. Il vous fait combien de mètres de tissu à vous pour faire une chemise? Votre modiste, il utilise combien de tissu à peu près? Moi, vous savez, c'est du prêt-à-porter. C'est du prêt-à-porter? Il n'y a rien sur mesure. On dirait que c'est taillé sur vous, Stéphane. C'est magnifique. Très belle étoffe. Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. le récit. Stéphane, vous nous racontez l'histoire de la plus fashion des reines. Je ne parle pas de Brigitte Macron, mais de son ancêtre, entre guillemets, Marie-Antoinette. Oui, mon cher Mathieu, vous l'avez compris. Marie-Antoinette est une reine que la mode passionne et elle se laisse parfois aller à de folles excentricités. Ce qui n'est pas sans conséquence sur sa popularité, sur son image. À la cour déjà, la jeune reine bouscule l'étiquette. Elle reçoit Rose Bertin, simple marchande, dans ses propres appartements. On surnomme la modiste ironiquement la ministre des modes pour moquer
son influence auprès de la souveraine. Elle va plus loin, vous savez qu'elle porte des robes. Notamment, il y a un tableau très célèbre d'Élisabeth Vigée-Lebrun qui montre la reine en robe de Gaulle. C'est en petite cotonnade, si vous voulez. C'est une tenue qui fait scandale, parce que jusqu'alors, les reines se tenaient en tenue d'apparat. Et là, elle est dans son plus simple appareil. C'est presque comme la voir en pyjama. Oui, ou en monokini. En tout cas, c'est un tableau qui fait scandale. Marie-Antoinette accorde en plus des faveurs aux dames les mieux habillées de Versailles. Et non plus en fonction du rang, de la lignée, des services rendus. Si vous êtes bien sapé, vous êtes bien auprès de la reine. Exactement. C'est très démocratique, finalement. Oui. C'est-à-dire qu'elle se fiche des particules. Elle n'est pas jalouse des filles qui sont mieux habillées qu'elle non, pas du tout, au contraire. Elle l'apprécie. Vous savez, on parle toujours du style Louis XVI, mais en réalité, il faut dire le style Marie-Antoinette. C'est vraiment ça. C'est elle qui fait les modes. Mais plus grave, on reproche à la reine de ne pas se montrer digne de sa fonction. Les dépenses et les largesses sont tolérées lorsqu'elles servent la majesté de la personne royale. Mais on a l'impression que Marie-Antoinette sert davantage à accentuer ses propres charmes qu'à servir la grandeur de la France. C'est en tout cas la thèse que développe Sofia Coppola dans son film Marie-Antoinette. Sa propre mère, l'impératrice d'Autriche, Marie-Thérèse, lui reproche ces phrases qui tiennent, selon elle, davantage du comportement d'une actrice que d'une reine. Au bout de quelques années, la fièvre acheteuse de Marie-Antoinette se calme. Elle fait même d'importants efforts pour réduire ses dépenses, mais c'est trop tard. La reine est surnommée Madame Déficit, bien que son budget vestimentaire ne représente qu'une infime part de la dette de l'État. Et je tiens à vous le préciser, mon cher Mathieu, c'est bien inférieur à ce que l'impératrice Joséphine fera dans le budget de la France. Mais les maladresses s'enchaînent pour autant jusqu'à l'ouverture des États généraux. Quelle date ? 1789, les États généraux, quand même, Stéphane. Dans la salle des menus plaisirs de Versailles. Que je connais quand même dans l'histoire de France. Ah, mais quand même. Il essaie de me piéger. Je voulais voir si vous faisiez une petite sieste. Oui. Pour ça, on se retrouve tout à l'heure dans le quiz. On verra. L'après-midi, vous avez tendance à faire un peu la sieste. Alors, dans la salle des menus plaisirs de Versailles, où la robe majestueuse de Marie-Antoinette, qui est tissée de fils d'argent et rehaussée des plus précieux diamants que compte la couronne de France, contraste terriblement avec les habits ternes du tiers-état. La mode, si elle n'est pas la seule responsable de son impopularité, a largement contribué à donner à Marie-Antoinette l'image d'une reine narcissique, frivole et indifférente aux souffrances de son peuple. Europe 1, Historiquement vôtre.